Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre merci comme tous les lundis après-midi sur Radio J. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et vous revenez, Alexis, sur l'interview de Bernard Cazeneuve sur Radio J au micro de Frédéric Aziza dans l'émission Les Enfants de la République. C'était diffusé hier sur notre antenne. Très critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, l'ancien Premier ministre, y a confirmé la thèse des gauches toujours irréconciliables. Qui n'est pas de lui, d'ailleurs, vous le savez bien. Hein, Manuel Valls. Exactement, elle est de son ami, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, dont il a été le ministre de l'Intérieur avant d'être lui-même succinctement Premier ministre. Alors, Cazeneuve, au fond, c'est une des figures de la vie politique qui fait un peu, je vais employer un grand mot, mais ça va faire le lien avec l'autre homme politique dont on parlera après. Il fait un peu autant, j'allais dire, de métapolitique que de politique. C'est-à-dire que son rôle, on le voit bien, consiste d'abord à alimenter le débat d'idées et pas seulement à se positionner dans la politique électorale. Encore un lecteur de Gramsci, Alexis ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que vous avez raison, la postérité de Antonio Gramsci est nombreuse car c'est un marxisme non dogmatique et qui pense, si on le résume, que les victoires politiques éventuelles, électorales, procèdent d'abord d'une lutte pour l'hégémonie idéologique, autrement dit d'un combat des idées. C'est ce que disait déjà il y a une quinzaine d'années Nicolas Sarkozy. Mais oui, c'était Patrick Buisson qui lui avait donné des munitions en matière de gramscisme qu'il avait utilisé intelligemment d'ailleurs pour gagner en 2007. Alors à sa manière, Bernard Cazeneuve poursuit en quelque sorte cette utilisation intelligente de Gramsci. Or, que fait-il ? Il remet dans les colonnes du JDD à l'honneur et dans l'actualité la thèse que vous avez évoquée des deux gauches irréconciliables. Car que reproche-t-il au fond à Jean-Luc Mélenchon qui s'extrémise ? Chacun peut en avoir le sentiment, c'est pas un procès d'intention complotiste de le ressentir. Il lui reproche de jouer dans une société française déjà très tendue un rôle tout à fait néfaste d'incendiaire des âmes. Il lui reproche d'être, autrement dit, même si ce n'est pas les expressions qu'il emploie, un artificier des passions tristes. Et il lui reproche aussi d'avoir une conception de l'union de la gauche qui n'est pas celle de Bernard Cazeneuve. Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans l'entretien. Oui. Je ne sais pas. Vous savez, les commentateurs, ils surpolitisent tout. Donc il voit déjà dans cet entretien une façon de poser des petits cailloux sur 2027. Sur le chemin, avouez-le, quand même assez long et assez chaotique vers le palais de l'Élysée pour beaucoup des hommes dont nous avons l'occasion de parler. Mais en tout cas, voilà ce qu'il reproche à la stratégie actuelle d'union de la gauche, rejoignant en cela les critiques émises par François Hollande il y a quelques mois dans son dernier livre, Bouleversement. C'est au fond d'être tellement positionné sur la gauche, sur les formations de gauche et notamment sur la France insoumise, qu'au fond c'est déséquilibré. Et dans cette union de la gauche, telle qu'elle existe aujourd'hui, il n'y a pas de place pour une forme de modération politique, pour une culture du compromis social-démocrate, et surtout, alors ça c'est plus intéressant encore, pour un respect véritable des valeurs de la République, dont vous savez bien qu'aujourd'hui la France insoumise, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est un constat de réalité, est devenu, pour des raisons électoralistes notamment, un des fossoyeurs les plus actifs dans la société française. Et Alexis, ça, pour Cazeneuve, ça passe pas. Alexis, est-ce que cette gauche social-démocrate, cette gauche qui défend la laïcité, a un avenir selon vous, et un avenir notamment, on y revient, pour la présidentielle de 2027 ? Est-ce qu'elle présentera un candidat qui sera différent de celui, peut-être, du Parti socialiste ? Eh bien, je n'en sais strictement rien, mais dites-vous bien que la nature politique, par certains côtés, a horreur du vide. Le macronisme, on en pense ce qu'on veut, on peut même être macronien. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut être macronien. Mais il occupe aujourd'hui un espace qui n'est pas exactement celui de la gauche, on va dire républicaine, classique, laïque, celle de Jaurès ou de Clémenceau. Même si la Première ministre est issue de ce bord-là. Absolument, la Première ministre est issue de ce bord-là, mais souvenez-vous quand même, et c'est pas une critique, c'est juste un constat de réalité, quelle était au fond, l'intention première d'Emmanuel Macron,
qu'il n'a pas pu réaliser. Mais vous savez, c'est l'expression des désirs spontanés qui compte en politique, pour situer un acteur politique, une actrice politique. Son intention, c'était de nommer son amie Catherine Vautrin, vous savez, qui est plutôt, alors, vraiment d'une droite sarkozyste, conservatrice, et ce n'est pas un jugement de valeur dans ma bouche, ça décrit simplement les orientations actuelles de la présidence de la République. Il ne l'a pas fait, et donc, effectivement, Elisabeth Borne est arrivée. Mais, écoutons notre excellent collègue David Revaudalon, dans la dernière chronique du dimanche. Bon, qu'est-ce qu'il dit dans la dernière chronique? Que sa marge de manœuvre, elle n'est pas très grande. Donc, objectivement, comment vous dire? Il y a un espace politique à nouveau qui va se découvrir. Le centre de gravité, au centre gauche. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, là on décrit des réalités, j'allais dire géométriques en politique. Le centre de gravité de la Macronie est plutôt celui du centre droit. Donc on peut penser, on est loin, mais que dans 4 ans, un espace éventuel peut se réouvrir pour une candidature à laquelle, manifestement, rêve Cazeneuve, même si ça n'est pas prioritairement ce qui guide ses prises de position actuelles. Rêve Cazeneuve, mais aussi peut-être François Hollande? C'est envisageable? Oui, François Hollande est l'un de ceux qui réfléchit avec sincérité à ce que pourrait être la refondation d'une social-démocratie qui sauterait, j'allais dire, par-dessus l'abîme de ses erreurs et qui renouerait avec un pacte social élargi aux territoires abandonnés de la République. Alors Alexis, de l'autre côté du spectre politique, le parti Reconquête d'Éric Zemmour fêtait ce week-end sa première année d'existence. 4000 personnes étaient présentes hier au Palais des Sports de Paris. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours de l'ancien journaliste? Alors, le lyrisme était au rendez-vous. C'était un lyrisme qui se fonde sur des éléments de réalité qui ne sont pas surjoués de la part d'Éric Zemmour, des équipes de Reconquête. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, que vous aimiez ou pas les idées que défend ce parti conservateur, libéral, c'est objectivement le premier parti de France par le nombre d'adhérents. L'un des objectifs, on va dire pas métapolitique pour le coup, de ce meeting d'anniversaire, c'était de dire on a encore le feu sacré et les personnes qui vont se réadhérer, qui vont remplir à nouveau leur bulletin d'adhésion, vont être aussi nombreuses que celles qui nous avaient rejoints en 2021, fin 2021. Malgré la double défaite de la présidentielle puis des législatives. Alors voilà, c'est si vous voulez, Éric Zemmour réfléchit à tout cela. Il a bouclé très récemment un livre qu'il a rendu à Rubempré, qui va paraître au mois de mars, où il fait sa maison d'édition. Sa maison d'édition, où il fait une lecture critique de ce qui est arrivé, aussi de la manière dont les médias l'ont traité au cours de cette campagne. Est-ce qu'il y exprime une forme de mea culpa? Est-ce qu'on le sait déjà? Je ne l'ai pas encore lu, mais je ne sais pas. Mais en revanche, effectivement, ce qu'on peut dire sur la base d'hier, c'est que c'était aussi la célébration d'une initiative politique par beaucoup d'aspects contre-intuitive. Pourquoi contre-intuitive? Parce que vous avez une droite qui vaut ce qu'elle vaut, qui est représentée par LR, mais qui est au cœur du système, et vous avez un RN qui est très fort. Et finalement, ils ont réussi à se faufiler David contre Goliath, a dit à un moment le président de Reconquête, et donc aujourd'hui, ils existent. Alors, c'est vrai, c'était un meeting où il y avait la flamme, c'était un meeting où il y avait du cœur, c'était un meeting où il y avait du panache. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de prises de parole qui ont précédé celle du président de Reconquête, et ça a été aussi l'occasion pour lui de détailler l'équilibre très subtil qu'il a en tête avec ses équipes dans les mois qui viennent pour que Reconquête soit cette boussole politique dans une France de plus en plus désorientée, avec un équilibre à trouver, à affiner entre la production d'idées et le développement d'actions sur le terrain. Est-ce qu'il existe, Alexis, un espace politique pour Reconquête avec Zemmour, entre LR peut-être dirigé demain par Éric Ciotti et le Rassemblement National? Alors, c'est pas faire un jour à LR que de reconnaître que jusqu'à maintenant, ils sont morts. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Éric Zemmour ce matin sur RTL, c'est absolument vrai. Alors ils peuvent renaître, mais pour l'instant, ils ne représentent rien. Et donc, l'un des paris d'Éric Zemmour est en partie d'occuper cet espace d'une... Malgré Ciotti, éventuellement. Alors, Ciotti, ça peut changer la donne, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Et si un jour, cet accord entre Ciotti et Wauquiez prenait forme, avec l'idée de mettre sur orbite l'excellent Laurent Wauquiez pour la présidence, cela pourrait changer la donne. Mais revenons aussi aux fondamentaux idéologiques.
Il en a été question hier, parce que, au fond, Zemmour, c'est sa matrice. C'est un intellectuel en politique, c'est ce qui l'intéresse. Il est devenu politique, mais sa base est intellectuelle. Tribunicienne, si vous voulez. Vous avez une droite qu'on appelle légitimiste dans l'histoire de la France, qui a toujours existé. Elle n'est pas représentée aujourd'hui par LR. Et la droite bonapartiste, entre nous, de moins en moins. Donc jouer la double carte bonapartiste plus légitimiste, en fait, ça a un sens. D'ailleurs, 7%, quand on est from scratch, ex nihilo, une formation qui naît de rien, qui naît des sables, en fait, c'est bon. En fait, c'est un bon score, en dépit des apparences. Donc, ils ont raison de persévérer. Maintenant, ma vraie question sur la matrice... Pour terminer. Voilà. Je ne crois pas, moi, que les mots extrême droite, les gros mots absolument définitifs, définissent la matrice de reconquête. On se fait plaisir quand on dit extrême droite, bon, très bien. C'est quoi la matrice? C'est l'illibéralisme à la Orban. D'ailleurs, il l'a cité. C'est-à-dire l'idée que l'instrument, c'est la réunion des droites pour gagner, sur une base qui est celle d'un souverainisme très méfiant à l'égard des juridictions supranationales qui, selon Éric Zemmour, entravent la libre capacité d'action des États démocratiques. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut vous réécouter évidemment sur notre podcast radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio où on verra que vous portez toujours un masque puisque vous êtes l'un des plus vigilants parmi nous et vous avez bien raison de l'être. Et je suis malade comme un chien aujourd'hui. Je le vois bien. Bonne santé à vous, bon rétablissement. Merci beaucoup. Bonne semaine Alexis, à lundi prochain. Merci beaucoup Steve.